Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Bienvenue dans cette édition spéciale, une édition spéciale consacrée au discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ce matin devant les parlementaires européens réunis à Strasbourg dans l'hémicycle. À 9h, s'est adressé donc à ses confrères pour annoncer le programme de la Commission européenne pour cette année. Brexit, bien entendu, mais aussi économie, réforme des institutions, état de droit, rapport avec la Turquie. Beaucoup de sujets dont je débattrai tout à l'heure avec mes invités. Mais tout de suite, c'est direction l'hémicycle de Strasbourg pour ce discours de Jean-Claude Juncker. À tout à l'heure. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, lorsque je suis venu prendre la parole au même moment l'année dernière, mon discours était un peu plus facile. Tout le monde voyait que l'Union était en piètre état. L'Europe traversait une tempête et ses fondations même en étaient ébranlées. Nous avions deux possibilités. Soit nous nous unissions et nous fixions un ordre de jour positif, constructif, ou alors chacun se repliait dans son coin. Face à ce dilemme, j'ai défendu l'unité. J'ai proposé des projets constructifs pour contribuer à créer, je l'ai dit l'année dernière, une Europe qui protège, qui assiste, qui défend. Lors des 12 derniers mois, le Parlement européen a contribué à travailler à cet objectif. Nous continuons jour à jour à progresser. Hier soir encore, vous avez ensemble travaillé pour trouver un accord sur les instruments de défense commerciale et sur le doublement de notre capacité d'investissement en Europe, et vous y êtes parvenus. Je vous en remercie. Je tiens à remercier également les 27 dirigeants de nos États membres. Quelques jours après mon discours de l'année dernière, ils se sont félicités de mes propositions lors du sommet de Bratislava. Ce faisant, ils ont opté pour l'unité. Ils ont choisi de travailler ensemble. Ensemble aussi, nous avons montré que l'Europe peut être à la hauteur des choses, dans l'intérêt de ses citoyens, lorsque les enjeux étaient de taille. Depuis lors, petit à petit, nous avons pris de l'élan. Certes, les perspectives économiques s'amélioraient, ce qui nous a aidés. Nous sommes maintenant dans la 5e année d'une reprise économique qui, enfin, se fait sentir dans chaque État membre. La croissance dans l'Union européenne a dépassé celle des États-Unis lors des 2 dernières années. Elle dépasse maintenant 2% pour l'Union dans son ensemble et 2,2% pour la zone euro. Le chômage est au plus bas depuis 9 ans. 8 millions d'emplois pratiquement ont été créés depuis le début de cette législature. 235 millions d'Européens ont un emploi, ce qui fait plus de personnes dans l'Union que jamais auparavant. La Commission européenne ne peut certes pas être la seule à s'en féliciter. Je suis néanmoins convaincu que si 8 millions d'emplois avaient été perdus, c'est la Commission qui en aurait été accusée. Les institutions européennes ont joué leur rôle en contribuant au changement. Nous pouvons saluer notre plan européen d'investissement qui a permis 225 milliards d'investissements et qui a permis d'octroyer des prêts à plus de 445 000 petites entreprises et à plus de 270 projets d'infrastructure. Nous pouvons nous féliciter également du fait que grâce à une action déterminée, les banques européennes, une fois de plus, ont le capital nécessaire pour prêter aux entreprises de sorte à ce qu'elles puissent travailler et créer des emplois. Et nous pouvons également nous féliciter d'avoir réduit les déficits publics de 6,6% à 1,6%. Ceci s'est fait grâce à une application intelligente du pacte de stabilité et de croissance. Nous avons demandé la discipline fiscale, mais sommes prudents afin de ne pas étouffer la croissance. Et ceci fonctionne très bien partout dans l'Union, malgré certaines critiques.
10 ans après la crise, l'économie de l'Europe enfin rebondit. Et notre confiance s'en ressent. Nos 27 dirigeants, le Parlement et la Commission replacent l'Europe sur les rails de l'Union et ensemble, nous allons la consolider. L'année dernière, les 27 dirigeants se sont retrouvés sur le Capitole à Rome. Et l'un après l'autre, ils ont répété leur engagement envers l'un et l'autre, envers l'Union. Et tout ceci m'incite à penser que l'Europe a de nouveau le vent en poupe. Nous avons maintenant une occasion à saisir, mais cette occasion ne perdurera pas. Utilisons-la au mieux. Utilisons la poussée du vent. Pour ce, nous devons faire deux choses. D'abord, nous devons rester sur notre trajectoire. Il nous reste encore 16 mois pendant lesquels nous pouvons progresser. Le Parlement, le Conseil et la Commission peuvent aller de l'avant. Nous pouvons utiliser ce temps à disposition pour mettre un point final à ce que nous avons entamé à Bratislava et être à la hauteur de notre propre projet. Ensuite, nous devrions également donner des indications pour l'avenir. Comme l'écrivait Mark Twain, et je cite, dans plusieurs années, nous serons davantage déçus par ce que nous n'avons pas fait que par ce que nous avons fait. Il est temps maintenant de construire une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique pour 2025. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, alors que nous gardons vers l'avenir, nous ne pouvons pas nous laisser dévier de notre cap. Ensemble, nous nous sommes fixés comme objectif de parachever une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin. Comme l'a confirmé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80% des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique. Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets, je le sais, controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Et je voudrais dire que la Commission, elle, sera ouverte au compromis, du moment que le résultat final est bon pour l'Union et équitable pour tous ses États membres. Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20% d'initiatives restantes d'ici mai 2018. Ce matin, j'ai adressé au président du Parlement et au Premier ministre estonien, dont je voudrais ici saluer l'action forte qu'il est en train de déployer pour ce qui est de l'Europe, je viens de leur envoyer une lettre d'intention précisant les priorités pour l'année à venir. Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer toutes ces propositions, mais permettez-moi d'en mentionner 5 qui sont particulièrement importantes. Premièrement, je voudrais que nous renforcions notre programme commercial européen. L'Europe est ouverte au commerce, oui, mais réciprocité, il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons. Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. Le commerce, c'est l'exportation de nos normes sociales et environnementales et de nos normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire. L'Europe,
a toujours été un espace économique attirant. Mais depuis l'an dernier, j'observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre porte pour conclure des accords commerciaux avec nous. Grâce à l'aide de votre Parlement, nous venons de conclure avec le Canada un accord commercial qui s'appliquera de manière provisoire à compter de la semaine prochaine. Nous avons trouvé un accord politique avec le Japon sur un futur partenariat économique. Et d'ici la fin de l'année, nous avons de bonnes chances de faire de même avec le Mexique et les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je voudrais que tous ces accords soient finalisés d'ici la fin de ce mandat. Et je tiens à ce qu'ils soient négociés dans la plus grande transparence. L'ouverture aux échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos processus décisionnels. Le Parlement européen aura le dernier mot sur l'ensemble des accords commerciaux. Et donc, ses membres, tout comme les parlements nationaux et régionaux, doivent être tenus parfaitement informés dès le premier jour des négociations. La Commission y veillera. Dorénavant, la Commission publiera l'intégralité des projets de mandat de négociation qu'elle présentera au Conseil. Les citoyens ont le droit de savoir ce que propose la Commission. Fini le manque de transparence, fini les rumeurs et les procès d'intention dont la Commission ne cesse de faire l'objet. J'invite le Conseil à faire de même. Je voudrais dire une fois pour toutes, nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'Union européenne sur l'examen des investissements, investment screening en franglais. Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique ou une de nos sociétés, santé madame, ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de défense, cela ne peut se faire que dans la transparence, à travers un examen approfondi et un débat. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective. Deuxièmement, la Commission voudrait rendre notre industrie plus forte et plus compétitive. Ceci est en particulier vrai pour ce qui concerne notre base industrielle et les 32 millions de travailleurs qui en constituent la colonne vertébrale. Ce sont eux qui fabriquent les produits de toute première classe, nos voitures par exemple, auxquelles nous devons notre avance par rapport à d'autres. Je suis fier de notre industrie automobile, mais je suis choqué quand clients et consommateurs sont sciemment et intentionnellement trompés. J'invite l'industrie automobile à faire amende honorable et à corriger le tir. Au lieu de chercher à tromper et à induire en erreur, les constructeurs devraient investir dans les voitures propres qui sont celles de demain. Nous présentons, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui même, une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe qui permettra à notre industrie de rester ou de devenir le numéro 1 en matière d'innovation, de numérisation et de décarbonisation. Troisièmement, je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde
de la lutte contre le changement climatique. L'année dernière, nous avons fixé des normes climatiques globales avec la ratification de l'accord de Paris, ici même dans cette Assemblée. Face à l'affaissement des ambitions dont font preuve les États-Unis, l'Europe doit faire en sorte de rendre grande la planète et la partie indivisible de l'humanité tout entière. La Commission présentera sous peu une proposition de réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports. Et quatrièmement, je voudrais que nous protégions mieux les Européens à l'ère du numérique. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de l'Internet. De nouvelles règles proposées par la Commission protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne. Mais l'Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et que les chars. Rien que l'année dernière, on a enregistré plus de 4000 attaques par an sans logiciel et 80% des entreprises européennes ont connu au moins un incident lié à la cybersécurité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières. Elles n'épargnent personne. C'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils, et notamment une agence européenne de cybersécurité pour mieux nous défendre contre ces attaques. Et cinquièmement, la migration doit rester sur notre radar. Même si les questions gravitant autour de la migration ont souvent suscité débats et polémiques, nous sommes parvenus à faire de réels progrès sur de nombreux plans. Aujourd'hui, nous protégeons nos frontières extérieures de façon plus efficace. Plus de 1700 officiers du nouveau corps de garde-frontières et de garde-côtes soutiennent maintenant les 100 000 gardes-frontières nationaux des États membres et patrouillent notamment en Grèce, en Italie, en Bulgarie et en Espagne. Nous avons des frontières communes, mais les États membres qui sont en première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et protection commune doivent aller ensemble. Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, source de grande inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97% le nombre des arrivées irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l'accord que nous avons conclu avec la Turquie. Et cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale. Les arrivées y ont diminué de 81% en août par rapport au même mois de l'année dernière. De cette manière, nous avons considérablement réduit le nombre de vies perdues en Méditerranée. Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à l'Italie pour sa persévérance et sa générosité. Cet été, pendant les mois d'été, la Commission a travaillé en toute harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l'Italie sauve l'honneur de l'Europe. Nous devons aussi, et de toute urgence, améliorer les conditions de vie des réfugiés en Libye. Je suis atterré par les conditions inhumaines qui prévalent dans les centres de rétention ou d'accueil. Ici, l'Europe a une responsabilité, mais une responsabilité collective. Et la Commission agira de concert avec les Nations unies pour mettre fin à cette situation scandaleuse qui ne peut durer. Même
Si cela m'attriste de voir que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de solidarité, l'Europe prise dans son ensemble, a continué, elle, à faire preuve de solidarité. Rien que l'année passée, nos États membres ont accordé l'asile à plus de 720 000 réfugiés ou ont pourvu à leur réinstallation. C'est 3 fois plus que l'Australie, le Canada et les États-Unis pris ensemble. L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. L'Europe est et restera le continent de la solidarité où doivent pouvoir trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables. Je suis particulièrement fier des jeunes Européens qui se portent volontaires pour donner des cours de langue aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleur à la solidarité européenne. Aujourd'hui, mais nous devons redoubler d'efforts. À la fin du mois, la Commission présentera une nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l'Afrique et l'ouverture des voies de migration légale. Concernant plus particulièrement les retours, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas en droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. Alors que seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C'est seulement de cette manière que l'Europe pourra faire preuve de solidarité à l'égard des réfugiés qui ont réellement besoin de protection. La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s'agit aussi de mettre en place une plus grande solidarité avec l'Afrique. Afrique, berceau de l'humanité, continent noble, continent jeune. Notre fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté d'une enveloppe de 2,7 milliards d'euros, ouvre des possibilités d'emploi partout sur le continent africain. Mais alors que le budget de l'Union européenne a assumé le gros du financement, la contribution de tous nos États membres réunis ne s'élève qu'à 150 millions d'euros. Le fonds atteint maintenant ses limites. Nous connaissons, ou nous devrions connaître, les risques d'une pénurie de financement. En 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l'Europe quand et parce que les fonds du Programme alimentaire mondial de l'ONU se sont épuisés. J'invite donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le Fonds fiduciaire pour l'Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand. Nous allons aussi travailler à l'ouverture des voies de migration légale. La migration irrégulière ne s'arrêtera que lorsque les migrants auront une autre option que d'entreprendre un voyage périlleux. Nous sommes sur le point de réinstaller 22 000 réfugiés venant de Turquie, de Jordanie ou du Liban. Et je m'associe à l'appel lancé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés originaires de Libye et des pays voisins. Pour le reste, l'Europe est un continent qui vieillit. Raison de plus pour le doter d'un système de migration légale qui est une nécessité incontournable. C'est la raison pour laquelle la Commission a fait des propositions pour faciliter l'accès des migrants à la carte bleue
européenne et je remercie le Parlement de son soutien à cet égard. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Monsieur Herren le Président, Abgeordnete, Mesdames et Messieurs les députés, ich habe nur einige wenige der Initiativen angesprochen, je n'ai parlé ici die que in den kommenden 16 de Monaten certaines des initiatives que nous allons devoir mener à terme lors des 16 mois à venir. zum Abschluss bringen müssen. Doch dies allein reicht nicht Mais aus, ceci ne suffira pas wenn wir die Herzen, si nous voulons ja auch die Köpfe der atteindre Europäer les cœurs zurückgewinnen. des Européens, au-delà de la réflexion cérébrale. Il est temps Die maintenant Strecke in Richtung Zukunft abzustecken. de définir le Im parcours März hat die Kommission à venir. En ihr mars, Weißbuch zu la Zukunft Commission a Europas présenté son mit livre 15 blanc Szenarien sur l'avenir de l'Europe, wie Europa qui contient im 15 Jahr scénarios 2025 aussehen. présentant ce que pourrait être l'Europe en Diese 2025. Szenarien Ces wurden scénarios ont diskutiert, été débattus, manchmal oberflächlich, parfois un peu sehr superficiellement, heftig, souvent wurden vivement, analysiert und ont mitunter été teilweise analysés zerrissen. et certains déchirés, rejetés. Et c'est très bien, parce que c'est précisément de la sorte qu'il faut procéder. Je voulais lancer un processus de réflexion permettant aux Européens eux-mêmes de réfléchir à leur avenir. Zukunft Europas L'avenir kann de man l'Europe gewissermaßen von oben ne herab peut pas être dicté par le haut. Solche Entscheidungen De telles müssen auf décisions einer demokratischen doivent se Debatte fonder sur un débat letztlich démocratique, auf breiten sur un Konsens. consensus large. Dieses Haus Ce hat Parlement aktive Beiträge a beaucoup zu dieser contribué Debatte à ce geleistet, débat. wofür ich mich Et besonders bei je den tiens d'ailleurs Berichterstattern à en remercier tout particulièrement les Und rapporteurs. auch möchte ich mich bei den Je Kollegen voudrais également bedanken, remercier die an les den mehr collègues als 2000 öffentlichen qui ont participé à plus de 2000 consultations que la Commission a organisées depuis le mois de mars partout en Europe. Jetzt ist es Il an est der temps Zeit, maintenant die ersten Schlussfolgerungen de aus tirer dieser les Debatte premières zu ziehen. conclusions de ces débats. Es ist an der Zeit, Il est temps den nächsten Schritt zu machen. d'entreprendre les démarches suivantes. Il faut passer des paroles aux actes, des débats aux décisions. Der Dinge vorstellen, Et je voudrais, wenn Sie so si vous présenter un des aspects, persönliches sechstes Szenario. c'est ce que j'appellerais personnellement le 6e scénario. Beruht Ce auf scénario jahrzehntelangen se fonde sur une expérience personnelle de plusieurs Mein décennies. ganzes Leben lang Ma vie habe entière, ich das europäische Projekt j'ai baigné dans le projet européen. und dafür gekämpft J'y und dafür travaillé. gearbeitet. Ich habe Je l'ai gute défendu. Zeiten gesehen, aber auch Il y a schlechte eu Zeiten. des vaches grasses, des vaches maigres. Ich habe an vielen Seiten des Verhandlungstisches gesessen. J'étais de plusieurs côtés de la table de négociation, en tant que ministre, Premier ministre, président de l'Eurogroupe et maintenant président de la Commission. Ich war in Maastricht, J'étais à Maastricht, Amsterdam, Nizza Nice, und Lissabon Lisbonne. dabei. Als sich unsere Union weiterentwickelt und Au fur et à mesure que notre union se développait, s'élargissait. Et j'ai toujours lutté pour l'Europe. auch Et an parfois, Europa gelitten j'ai souffert und an de Europa l'Europe. verzweifelt. Et j'en ai douté. Ich bin mit der Europäischen Union durch dick J'ai connu und dünn gegangen. des hauts et des bas avec l'Union européenne, Und nie habe ich meine Liebe zu Europa verloren. mais j'ai toujours Es gardé gibt, le même amour wie pour wir l'Europe. wissen, keine Nous le Liebe savons, ohne Enttäuschung. il n'y a pas d'amour sans désamour, ou en tout cas très rarement. Liebe zu Europa, Oui, l'amour de l'Europe, parce que l'Europe, die Europäische Union, parce que l'Union in dieser européenne zerklüfteten Welt a atteint quand même Einmaliges erreicht quelque chose hat. d'unique dans un monde déchiré. La paix en son sein, la paix dans sa politique extérieure. Le bien-être, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup. 2018 devrait être conçu vraiment à ce moment-là comme l'année de l'héritage, du patrimoine européen. 2018 doit être la fête de la diversité culturelle européenne. L'homogénéité culturelle de l'Europe en fait pour nous un foyer sûr. Pour moi, l'Europe, ce n'est pas le marché intérieur, l'argent, l'euro. Il s'agit avant tout de valeurs. Mon 6e scénario se fonde donc sur 3 principes de base auxquels il est impossible de renoncer. La liberté, l'égalité de droit et l'état de droit. L'Europe est avant tout une union de liberté. Je pense à la liberté de l'oppression et de la dictature, des phénomènes que notre continent n'a connus que trop bien, notamment les pays d'Europe centrale et orientale. La liberté d'expression en tant que citoyen, en tant que journaliste.
C'est là une liberté qui, trop souvent, est considérée comme acquise. Et notre union a été fondée sur ces libertés. Mais la liberté ne va pas de soi. Il faut se battre pour cette liberté, en Europe, dans le monde. L'Europe doit être une union de l'égalité de droits. Ceci revient à dire égalité de droits entre ses membres, petits ou grands, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. L'Europe va de Vigo jusqu'à Varna, d'Espagne en Bulgarie. L'Europe doit respirer à plein poumon. Elle en a deux, à l'est et à l'ouest. Autrement, notre continent s'essoufflera. Dans une union d'égaux, il ne peut pas y avoir de ressortissants de deuxième classe. Il est inadmissible qu'en 2017 encore, des enfants meurent de maladies qui auraient depuis longtemps dû disparaître de notre continent. Des enfants en Roumanie ou en Italie devraient avoir accès aux vaccins comme les enfants dans d'autres pays d'Europe, sans condition aucune. Voici pourquoi nous travaillons avec tous les États membres pour que les campagnes nationales de vaccination soient soutenues. Il faut éviter les morts que l'on peut éviter en Europe avant tout. Dans une union entre égaux, il ne peut non plus y avoir de travailleurs de deuxième classe. Ceux qui effectuent le même travail au même endroit doivent pouvoir obtenir le même salaire. La Commission a dans ce sens fait des propositions sur le détachement des travailleurs. Nous devrions veiller à ce que toutes les dispositions de l'Union concernant la mobilité des travailleurs soient justes, efficaces et imposées partout, avec le soutien d'une nouvelle autorité européenne de contrôle et d'exécution de ces mesures. Il est absurde qu'il y ait une autorité bancaire qui veille à ce que les normes bancaires soient respectées, mais qu'il n'y ait pas d'autorité commune du marché de l'emploi assurant la justice sur le marché intérieur. Nous la créerons. Dans une union entre égaux, il ne peut pas non plus y avoir de consommateurs de deuxième classe. Je ne peux pas accepter que dans certaines parties de l'Europe, notamment en Europe de l'Est, des aliments de moins bonne qualité soient vendus qu'ailleurs, alors que l'emballage et l'étiquetage sont identiques. Les Slovaques ont le droit d'avoir la même quantité de poissons dans leur bâtonnet de poisson. Les Hongrois ont droit à la même quantité de viande dans des plats cuisinés et les Tchèques ont droit à la même quantité de cacao dans leur chocolat. Le droit de l'Union interdit aujourd'hui déjà de telles pratiques. Nous devons maintenant donner aux autorités nationales les compétences nécessaires pour que nous puissions partout en Europe lutter contre ces pratiques illégales. Et enfin, en Europe, nous appliquons la force de la loi et non la loi du plus fort. Ceci revient à dire que le droit et la loi doivent être garantis par une justice indépendante. Faire partie d'une union fondée sur l'état de droit revient à dire accepter les jugements, les respecter.
Nos États membres ont décidé de céder à la Cour européenne de justice les décisions en dernière instance. Les arrêts de la Cour de justice doivent être respectés systématiquement. Ne pas les respecter ou saper l'indépendance des tribunaux nationaux revient à priver les Européens de leurs droits fondamentaux. L'état de droit n'est pas une option dans l'Union européenne. L'état de droit est contraignant. Notre Union n'est pas un État, mais elle est dans un État de droit. Ces trois principes, liberté, égalité de droit, État de droit, doivent rester la base sur laquelle nous nous appuyons pour construire une union plus forte, plus démocratique. Lorsque nous parlons de notre avenir, mon expérience me permet de vous dire que de nouveaux traités, de nouvelles institutions ne sont pas forcément la réponse à apporter à nos concitoyens. Ils sont simplement une fin pour des moyens pour une fin. Pour nous, peut-être, c'est important lors de nos débats à Bruxelles, à Strasbourg, mais par ailleurs, ce débat-là n'a guère d'écho. Les réformes institutionnelles ne m'intéressent que si elles permettent de rendre l'Union plus efficace. Au lieu de se réfugier dans de futures modifications de traités qui devront se faire un jour ou l'autre, il faudrait d'abord essayer de nous détourner de l'idée que d'aucuns doivent perdre pour que les autres puissent gagner. La démocratie fonctionne par compromis et les bons compromis permettent à tout le monde d'y gagner. Dans l'Union européenne, les compromis ne sont ni négatifs ni obscènes, mais sont l'art de surmonter les oppositions pour se rapprocher les uns des autres. Ceux qui n'arrivent pas à accepter les compromis sont incompatibles avec la démocratie et sont Europe incompatibles. Afin de renforcer son unité, l'Union européenne doit également être plus inclusive. Si nous voulons renforcer la protection de nos frontières extérieures, à juste titre, et davantage encore à l'avenir, nous devons absolument ouvrir l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. En plus, nous devons également permettre à la Croatie d'adhérer entièrement à l'espace Schengen dès que tous les critères auront été remplis. Si nous voulons que l'euro unisse davantage notre continent au lieu de le diviser, l'euro ne devrait pas être la devise de certains pays élus. Le destin de l'euro est de devenir la devise de toute l'Union européenne. Tous les États membres, sauf deux, ont le droit et le devoir d'adhérer à la zone euro dès qu'ils en auront rempli les conditions. Mais les États membres qui souhaitent adhérer à la zone euro doivent pouvoir le faire. Voici pourquoi je propose de créer un instrument de préadhésion à l'euro qui apporte à ces pays l'aide technique, voire financière. Si nous voulons que les banques partout sur notre continent fonctionnent dans le respect des mêmes règles et sous la houlette des mêmes autorités de supervision, il faudrait encourager tous les États membres à adhérer à l'union bancaire. À cette fin, il nous faut réduire les risques qui subsistent dans le système bancaire de certains États membres. L'union bancaire ne fonctionne que si nous réduisons et partageons les risques. Et ceci, afin d'y parvenir, chacun le sait, appelle des conditions préalables. Ce sont celles que la Commission a proposées en novembre 2015. Il faut une même garantie de placement et ceci n'est possible que si chacun fait ses devoirs chez soi, dans son pays. Si nous voulons mettre fin à l'éclatement social et au dumping social en Europe,
Les États membres devraient le plus vite possible et au plus tard lors du sommet de Göteborg en novembre se mettre d'accord sur le pilier européen des droits sociaux. Les systèmes sociaux nationaux resteront longtemps différents et indépendants, mais nous devrions au moins nous mettre d'accord sur une Union européenne des normes sociales au sein de laquelle il y aurait consensus sur ce qui est socialement juste et injuste sur notre marché intérieur. Je reste convaincu que si l'Europe doit réussir, elle ne doit pas tourner le dos aux travailleurs. Mesdames et messieurs, si nous voulons davantage de stabilité dans notre voisinage, nous avons également besoin d'offrir une perspective d'élargissement fiable pour les Balkans occidentaux. Alors que nous sommes à mi-mandat et au-delà, nous savons qu'il n'y aura pas de nouvelle adhésion parce que les conditions d'adhésion ne pourront pas être remplies. Mais l'Union européenne comptera dans les années à venir plus de 27 États membres. Mais chaque fois, pour chaque pays candidat, il faut que l'état de droit, la justice et les valeurs fondamentales soient respectées. C'est une priorité. Ceci exclut, pour l'instant, une adhésion de la Turquie. La Turquie, depuis quelque temps, s'éloigne très vite de l'Union européenne, pas de géant. Les journalistes doivent travailler dans des rédactions, doivent pouvoir s'exprimer librement. Les journalistes ne doivent pas se retrouver en prison. J'adresse aujourd'hui un appel aux responsables en Turquie. Libérez nos journalistes, et pas que les nôtres. Cessez d'insulter nos États membres, nos chefs d'État et de gouvernement, les traitant de fascistes et de nazis. L'Europe est un continent de démocratie mûre, mais ceux qui sciemment insultent coupent toutes les possibilités de jeter les ponts. Et j'ai des fois l'impression que certains en Turquie veulent couper les ponts pour ultérieurement accuser l'Union européenne de l'échec des discussions d'adhésion. De notre part, nous resterons toujours la main tendue. Tendue pour le grand peuple turc et pour tous ceux qui, sur la base de nos valeurs, veulent travailler avec nous. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien que notre union soit plus forte et à cette fin, nous devons renforcer le marché intérieur. Je voudrais que, sur des questions importantes du marché intérieur, nous puissions plus rapidement et plus facilement décider au Conseil à la majorité qualifiée, avec droit à la même hauteur du Parlement européen. À cette fin, il ne faut pas modifier les traités. Le traité contient ce qu'on appelle des dispositions ponts qui permettent, dans certains cas, à condition que le Conseil européen le décide à la majorité, de décider ultérieurement à la majorité qualifiée. Mais il faut que le Conseil, je le répète, le décide d'abord dans un premier temps à l'unanimité. Je suis pour que nos décisions à la majorité qualifiée sur une assiette, sur l'assiette fiscale, sur la TVA, sur une économie numérisée, sur un impôt sur les transactions financières, à la majorité qualifiée. L'Europe doit pouvoir décider plus vite, elle doit être plus efficace. Et ceci vaut aussi dans le cadre de l'Union économique et monétaire, qui doit être plus efficace. La zone euro
est plus résistante qu'il y a quelques années. Nous avons notamment mis en place le mécanisme de stabilité. Je pense que ce mécanisme de stabilité devrait maintenant petit à petit devenir un fonds monétaire européen qui doit cependant être solidement ancré dans le corps de règles gérant l'Union européenne. La Commission, en décembre, fera des propositions concrètes dans ce sens. Il nous faut un ministre européen de l'économie et des finances, un ministre européen qui soutiendrait des réformes structurelles positives dans nos États membres. Il pourra se fonder sur le travail que la Commission a effectué depuis 2015 avec son unité dédiée au soutien des réformes structurelles. Le ministre européen de l'économie et des finances devrait coordonner tous les instruments de financement de l'Union qui doivent être mis en place pour qu'un État membre puisse se sortir d'une crise grave ou d'une période de récession. Je ne voudrais pas que l'on crée un nouveau poste. Je demande, pour des raisons d'efficacité, que le commissaire chargé de l'économie et des finances, l'idéal serait d'en faire un vice-président de la Commission européenne, devienne ce ministre et soit également le président de l'Eurogroupe. Le ministre européen de l'économie et des finances doit bien entendu être responsable devant le Parlement européen. Nous n'avons pas besoin de structures parallèles. Il ne nous faut pas un budget à part de la zone euro. Il nous faut une ligne budgétaire forte de l'eurozone dans le cadre de notre budget de l'Union. Ich kann auch der Idee eines gesonderten Europaparlaments und eines gesonderten Europaparlaments L'idée d'un Parlement de l'eurozone ne me convainc guère. Le Parlement de l'eurozone, c'est ce Parlement européen. L'Union européenne doit également devenir plus forte pour lutter contre le terrorisme. Lors de ces 3 dernières années, nous avons beaucoup progressé en la matière aussi, mais dans le cas de menaces terroristes transfrontalières, nous ne sommes pas assez rapides. Je plaide donc pour la mise en place d'une unité d'intelligence européenne qui veillerait à ce que les données sur les terroristes et sur les combattants étrangers soient automatiquement transmises entre nos services de police et d'information. À mon avis, beaucoup d'éléments nous incitent à confier au procureur européen la possibilité de poursuivre les actes terroristes transfrontaliers. L'Union européenne doit également peser davantage sur l'échiquier mondial. Pour ce faire, elle doit pouvoir plus rapidement prendre des décisions en matière de politique étrangère. Voici pourquoi je demande aux États membres de vérifier quelles décisions de politique étrangère ne devraient plus être prises à l'unanimité mais à la majorité qualifiée. Le traité l'autorise si, dans un premier temps, le Conseil européen prend sa décision à l'unanimité. Il faut, en matière de politique étrangère, être plus efficace et pouvoir décider à la majorité. Dans le domaine de la défense, d'autres efforts s'imposent. La création d'un fonds européen de défense est à l'ordre du jour. La coopération permanente structurée en matière de défense est bien lancée. D'ici 2025, il nous faudra une union de la défense qui fonctionne bel et bien. Nous en avons besoin et l'OTAN l'aimerait beaucoup. Et enfin, je voudrais, dans le droit fil des efforts de la Commission de ces dernières années, que notre Union se concentre davantage sur ce qui est vraiment important. Nous ne devrions pas ensevelir les citoyens européens sous des masses de petites règles, mais nous devrions donner les grandes orientations. Nous ne devrions pas sans cesse nous lancer dans des petites initiatives, mais nous devrions permettre aux États membres de récupérer les capacités et les compétences qui sont les leurs. Voici pourquoi la Commission a essayé de faire preuve de grandeur dans les grands projets.
et de se retirer sur des petits projets. La Commission a présenté par année moins de 25 nouvelles initiatives, alors que lors des commissions qui m'ont précédé, il y en avait plus de 100. Et nous avons veillé à mettre un point final au travail qui avait été entamé. Il faudrait une nouvelle task force subsidiarité et proportionnalité. M. Timmermans se chargera de cette task force. Ce groupe, qui s'appellera le groupe Timmermans, accueillera également des députés de ce Parlement et des parlements nationaux. Et nous ferons rapport là-dessus dans un an. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre Union a besoin d'un saut démocratique. Je souhaiterais que les partis politiques européens lancent leur campagne pour les prochaines élections européennes plus tôt que par le passé. Trop souvent, les campagnes électorales européennes ont été réduites à une simple addition des propositions électorales nationales. La démocratie européenne mérite mieux. Aujourd'hui, la Commission propose de nouvelles règles sur le financement des partis et des fondations politiques. Il ne s'agit pas de renflouer les caisses des extrémistes qui sont contre l'Europe. Il s'agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s'articuler. Je n'ignore pas que l'idée est contestée par plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour l'idée de présenter des listes transnationales aux élections européennes. Et j'essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette ambition qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe. Je pense également qu'au cours des prochains mois, nous devrions associer les parlements nationaux et la société civile au niveau national, régional et local aux travaux sur l'avenir de l'Europe. Au cours des 3 dernières années, les membres de la Commission, comme nous l'avions promis, ont rendu visite aux parlements nationaux à plus de 650 reprises. Ils ont participé à plus de 300 dialogues avec les citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. C'est pourquoi je soutiens l'idée du président Macron d'organiser des conventions démocratiques dans toute l'Europe en 2018. À mesure que le débat se développera, j'accorderai une attention particulière à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie. 2018 est l'année où ces 4 pays célébreront leur 100e anniversaire. Ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent, ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent doivent connaître et honorer notre histoire commune, et donc l'histoire des 4 pays mentionnés, pays sans lesquels l'Union européenne ne serait pas complète. Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a évidemment des conséquences pour la Commission européenne. Aujourd'hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code de conduite des commissaires. Tout d'abord, ce nouveau code précise que les commissaires peuvent se présenter dans des conditions normales comme candidats aux élections européennes. Il est évident que le nouveau code renforcera les obligations des commissaires en matière d'intégrité pendant et après leur mandat. Qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès démocratique que constitua l'innovation des têtes de liste Spitzenkandidaten ne soit pas renouvelé. Je voudrais que l'expérience soit poursuivie.
et je ne serai pas candidat. Voilà. Présentez-vous, mais vous ne serez pas élu. Plus de démocratie veut dire plus d'efficacité. L'efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne. Cette proposition ne vise en rien mon excellent ami Donald, avec qui je collabore harmonieusement et en intimité de complicité depuis le début de notre mandat. Cette proposition ne vise ni Donald ni moi-même. Le paysage européen serait tout simplement plus lisible, plus compréhensible si le navire européen était piloté par un seul capitaine. Le fait d'avoir un seul président reflèterait mieux la véritable nature de notre Union européenne, à la fois comme union des États et comme union des citoyens. Mes chers collègues, la vision d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique que je présente aujourd'hui associe des éléments de tous les scénarios que je vous ai exposés en mars dernier. Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée parmi d'autres. C'est aujourd'hui que nous devons préparer l'union de demain. J'ai envoyé ce matin au président Tajani, au président Tusk, ainsi qu'aux futures présidences tournantes du Conseil d'ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous devrions suivre. Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que la Commission présentera en mai 2018. Là encore, nous avons le choix. Soit nous cantonnons les ambitions de l'Union européenne dans le cadre strict du budget actuel, soit nous augmentons la capacité budgétaire de l'Union européenne pour qu'elle puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis pour la deuxième solution. Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce sera à la fois un moment triste et tragique. Nous le regretterons toujours et vous le regretterez bientôt. Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit, ce n'est pas le futur de l'Europe. Le 30 mars 2019, nous serons une union à 27. Je propose que nous nous y préparions bien. Les élections au Parlement européen auront lieu à peine quelques semaines plus tard, en mai 2019. Ce sera un rendez-vous important avec la démocratie européenne. Il faudra que les citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l'Union européenne évoluera dans les années à venir. C'est pourquoi j'en appelle au président Tusk et à la Roumanie, qui exercera la présidence au cours du premier semestre de 2019, d'organiser un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, aussi connue sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment de nous réunir pour prendre les décisions nécessaires à la construction d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique. Mon espoir est que le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une union où nous défendrons toutes nos valeurs,
où tous les États membres respecteront sans nuance l'état de droit, où un membre à part entière de la zone euro, de l'union bancaire, de l'espace Schengen soit devenu la norme pour tout un chacun, où nous aurons consolidé les fondements de notre union économique et monétaire afin de pouvoir défendre notre monnaie unique en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sans avoir à recourir à une aide extérieure, et où notre marché unique sera plus équitable pour les travailleurs de l'Est comme de l'Ouest. Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à nous mettre d'accord sur un solide socle de normes sociales, où les bénéfices seront imposés là où ils sont réalisés, où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter, et où nous serons mis d'accord sur la création d'une véritable Union européenne de la défense, où un président unique conduira à terme les travaux de la Commission et du Conseil européen après avoir été élu à l'issue d'une campagne électorale pan-européenne démocratique. Monsieur le Président, si le 30 mars 2019, nos citoyens se réveillent dans cette union-là, l'Union européenne sera une union qui aura répondu à leurs attentes justifiées. Mesdames et Messieurs les députés, Helmut Kohl et Jacques Delors, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, m'ont appris que l'Europe n'avance que quand elle fait preuve d'audace. Le marché unique, l'espace Schengen, la monnaie unique, voilà des idées et des projets qui ont été considérés lorsqu'ils furent nés comme de simples vues d'esprit. Pourtant, aujourd'hui, ces trois réalisations majeures font partie de notre quotidien. Maintenant que l'Europe va mieux, on me dit qu'il ne faut pas surcharger la barque européenne. Mais il ne faut pas, à l'heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe. Mais aujourd'hui et demain, nous devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après inspiration, continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe. Il faut parachever la maison Europe maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau. Parce que quand les nuages se formeront à l'horizon, et ils vont se former un jour, il aura été trop tard. Alors, larguons les amarres, leinen los, comme disent les Allemands. Mettons les voiles et profitons des vents favorables. Je vous remercie de votre attention. Larguons les amarres, mettons les voiles et profitons des vents favorables. Un discours donc qui donne le ton, un ton résolument optimiste pour le président de la Commission européenne, ce qui nous change de ces dernières années. Il est temps en fait de construire l'Europe de demain, de parachever, de construire les étages. Discours très dense, plusieurs annonces d'envergure. Jean-Claude Juncker, là, on le sent, hein, il y a une envie de construire et je vais en parler avec mes invités. Il en est fini, selon lui, de la décennie noire de l'Union européenne. C'est fini la crise, il est temps donc de construire l'Europe de demain. Pour décrypter, Isabelle Gégouzeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne à Paris. C'est bien ça? Absolument. Donc c'est l'équivalent en fait d'ambassadrice. Un petit peu. Un petit peu. En face de vous, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonjour. Bienvenue. Enfin, Philippe Ricard, vous êtes journaliste au Monde. Vous avez été correspondant à Bruxelles pendant presque 10 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes chef adjoint du service étranger. Quelques mots peut-être sur justement le ton de ce discours. Isabelle Gégouzeau, alors on va parler de votre chef, hein, mais c'est vrai que ça nous change un petit peu du ton un peu morne de ces dernières années. On sent qu'il y a résolument un peu un regain d'optimisme. Hein. Clairement, une commission volontaire, une commission ambitieuse qui veut avancer, qui veut d'abord montrer que
pendant toutes ces années difficiles, pendant ces années dures, tristes, où on a 10 ans de crise, où on a enchaîné. Il y a 2 ans, on était dans la crise des réfugiés, dans la crise grecque. L'année dernière, on était dans le Brexit. Et là, on a montré que quand même, on avait eu des résultats économiques en termes de croissance. La croissance de l'Union européenne est supérieure à celle des États-Unis en termes d'emploi. On n'a jamais eu autant de salariés d'emploi dans l'Union européenne, même s'il y a encore du travail à faire. Donc, on a travaillé et aujourd'hui, on commence à recueillir les fruits. Les fruits de ce travail. Et donc, il y a autre chose. Du coup, il y a une autre séquence qui s'ouvre. Et puis, il y a une séquence politique qui est clairement plus favorable. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, normalement, à la fin de la semaine prochaine, Angela Merkel, si toutefois les sondages sont les bons, devrait être réélue pour un 4e mandat. Ça veut dire que là, il va s'ouvrir aussi une séquence qui va pouvoir permettre autre chose. On est à la fois dans la nécessité de continuer à travailler sur ce qu'on a entamé. Il y a eu des annonces ce matin en matière de commerce, en matière de démocratie. Et puis, il y a aussi des annonces à long terme, avec la volonté de construire cette Europe à 27, puisque avec le Brexit... Et on va y revenir, voilà. Effectivement. Pascale Jourdain, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors moi, j'aime beaucoup les illusions marines. C'est très drôle pour un luxembourgeois qui n'a pas de côte maritime. Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'audace dans le discours de Jean-Claude Juncker, c'est-à-dire que il se rend compte en effet qu'on arrive à un instant T, comme l'a rappelé Isabelle Gégouzeau, où on a en effet des vents plus favorables, notamment en matière économique, ce qui était loin d'être le cas, que l'euroscepticisme, sans être complètement avoir disparu, a quand même été sérieusement mis à mal par plusieurs élections, dont l'élection française, qui a fait et les Pays-Bas juste avant. Et les Pays-Bas jusqu'avant, qui ont montré qu'en effet les citoyens face à un choix prenaient le choix de celui qui était le plus européen. Et donc, il essaye de montrer que lui veut faire des choses en tant que chef de la Commission, mais que la Commission n'étant qu'un d'acteurs parmi d'autres, il invite le Parlement européen à être aussi audacieux que lui et à prendre en effet les relais. Et surtout, les États membres. Parce que les États membres, on se souvient toujours, il faut toujours se souvenir que l'Europe et les prérogatives que la Commission a ne sont que celles que les États veulent bien lui donner. Et donc, quand on dit il n'y a rien en matière sociale ou il n'y a rien en matière fiscale, c'est parce que jusqu'à présent, les États avaient gardé le magot fiscal. Donc le plus gros frein de l'Europe, ce sont bien sûr les États. Et il dit aussi maintenant, on va alléger un peu les règles pour justement permettre d'avancer. Et j'ai trouvé que c'était aussi très schumannien, parce que la méthode des petits pas, allons-y dans plusieurs secteurs, dans les grands secteurs, la Commission s'arroge le droit de parler de ce qui intéresse les gens au niveau européen, le reste moins, mais faisons des pas conceptuels avancés sur un certain nombre de points, économiques, social, fiscal, sécuritaire, diplomatique. On est dans un monde où l'Europe, comme l'a rappelé Isabelle, est une première puissance économique. C'est pas la première puissance du monde parce qu'au niveau militaire, là pour le coup, les États-Unis nous écrasent. Mais on a un rôle à jouer et si on le joue pas, eh bien les partenaires rivaux vont prendre la main, alors que nous, on est aujourd'hui clairement la première. De l'affirmer, ce rôle sur les questions militaires, sur les questions de climat, entre autres. Philippe Ricard, est-ce que pour autant vous diriez qu'il n'en est fini de la décennie noire de l'Union européenne et que ce discours volontariste sera suffisant pour relancer un peu ce nouveau souffle ? Ça sera certainement pas suffisant, c'est évident, c'est qu'un discours. Et de même que le discours d'Emmanuel Macron récemment à Athènes n'était qu'un discours, donc des grands mots mis sur une situation qui reste quand même assez difficile. Voilà. Ceci dit, il y a un vrai moment européen qui est à nouveau là. Il y a une convergence. Il y a une convergence et un état d'esprit qui est à nouveau un petit peu plus optimiste que ça n'a été le cas au cœur des crises que vous rappeliez. En fait, ce qui est frappant aussi, c'est que je pense que les Européens réagissent de telle façon, d'abord parce que après toutes ces crises, ils sont encore debout. Ils ont chancelé. Ils ont failli s'éclater, au moins au niveau de la zone euro. On a vu le Brexit aussi, qui est quand même un signe de démantèlement de l'Union européenne, qui était complètement inédit et très retentissant. Donc les Européens ont chancelé, mais ils sont toujours debout. Et puis, ils voient ce qui les entoure dans le monde. Ils voient l'élection de Donald Trump, qui est quand même qui a un agenda en partie d'extrême droite, d'une certaine façon, qui fait douter ses alliés européens. Donc les Européens, face aux menaces, disons, russes, face à l'instabilité turque, par exemple, se disent « c'est maintenant à nous de nous organiser réellement, on est toujours debout, il faut essayer de faire en sorte qu'on soit franchement requinqué ». Mais tout ça ne sont que des mots pour l'instant.
il y a toujours des divergences très fortes entre les capitales. C'est quand même à elles de donner le ton, effectivement. Les institutions, finalement, suivront, même si M. Juncker essaie de donner un petit peu son agenda pour les prochains mois. Et ben justement, on va décrypter un petit peu ces principales annonces. Et vous évoquiez à l'instant les questions institutionnelles. Il en a été beaucoup question pendant la campagne française, mais plus largement sur cette nécessité de refonder l'Europe, de redonner un petit peu de souffle démocratique. Et il est revenu sur cette idée d'incarner l'Europe de manière un peu plus large. On écoute. Il nous faut un ministre européen de l'économie et des finances, un ministre européen qui soutiendrait des réformes structurelles positives dans nos États membres. Il pourra se fonder sur le travail que la Commission a effectué depuis 2015 avec son unité dédiée au soutien des réformes structurelles. Le ministre européen de l'économie et des finances devrait coordonner tous les instruments de financement de l'Union qui doivent être mis en place pour qu'un État membre puisse se sortir d'une crise grave ou d'une période de récession. Je ne voudrais pas que l'on crée un nouveau poste. Je demande, pour des raisons d'efficacité, que le commissaire chargé de l'économie et des finances, l'idéal serait d'en faire un vice-président de la Commission européenne, devienne ce ministre et soit également le président de l'Eurogroupe. Dombrovskis. Pascal Joannin, est-ce à dire que Pierre Moscovici va devenir le superpuissant ministre des Finances, de l'économie, de la zone euro, le président de l'Eurogroupe? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est jouable sans changer les traités? Alors, si la volonté des États membres le souhaite, il faut quand même vérifier que l'Allemagne est bien d'accord sur ce point. Et on saura ça qu'après le 25 septembre. Peut-être même un peu plus loin en fonction de la coalition qui sera celle désignée. Et puis de toute façon, le temps que ça se mette en œuvre, je pense que le mandat de Pierre Moscovici sera fini. Tombé. Mais en effet, ça serait... Aujourd'hui, si cette disposition existait, ce serait en effet le commissaire qui est donc chargé de l'économie et des finances au sein de la Commission, qui serait aussi président de l'Eurogroupe et ministre des Finances. Ça a une certaine cohésion parce que il a aussi dit qu'il fallait jumeler ou du moins faire en sorte que le président de la Commission européenne et le président du Conseil européen ne fassent plus qu'un. Cette unité. Qu'on ait un seul numéro de téléphone pour joindre l'Europe. C'est même pas ça. C'est quand vous regardez les sommets internationaux qui existent, il y a toujours parce que nous ne sommes pas un État, il y a toujours un représentant du pays, donc c'est la Russie, le Japon, les États-Unis, le Canada. Et puis en face, on a en effet 3, généralement, européens. Quand vous avez le sommet du G7, où c'est pas un État, mais l'Union est représentée, vous avez la Commission et le Conseil. Pareil au G20. Donc peut-être en effet que ça permettrait en effet de donner davantage de lisibilité à l'Union européenne. Et donc en effet, ça fait partie de cette architecture nouvelle. Alors moi, je crois pas qu'il ait dit qu'il voulait refonder l'Europe, parce que quand vous l'avez écouté, il a dit on est en train de refaire le toit, il faudra faire des étages. C'est pas les fondations qui sont à refaire, c'est en effet la construction de nouvelles pièces, d'agrandir. Et de bétonner peut-être en effet des choses qui ne le sont pas, pour qu'en effet, comme l'histoire des 3 petits cochons, s'il y a en effet des vents qui deviennent, la maison soit solide. Il a parlé également du Parlement de la zone euro, une idée que Emmanuel Macron avait notamment portée, mais comme François Hollande en son temps. Il l'a retoqué, fermé le banc. Le Parlement de la zone euro, c'est le Parlement européen. Philippe Ricard, est-ce à dire que la France là-dessus est très isolée ? C'est sûr que Emmanuel Macron, lui, défend l'idée d'un Parlement de la zone euro, mais sans trop préciser en fait si c'est une nouvelle institution, si c'est une chambre au sein du Parlement européen. On ne sait pas trop. En tous les cas, son mot, effectivement, c'est un Parlement de la zone euro, et c'est une idée qui ne plaît pas manifestement, bien sûr, aux parlementaires européens, au Parlement désigné devant lequel M. Juncker, qui est très proche en fait du Parlement, qui s'appuie souvent sur le Parlement européen pour faire passer ces projets de directive. Il maîtrise effectivement les arcanes de toute la... Voilà, et donc M. Juncker prend clairement le parti du Parlement européen tel qu'il est actuellement contre cette idée d'un Parlement autre, alternatif, disons, de la zone euro. En fait, en réfléchissant, pour lui c'est assez naturel d'essayer d'éviter de recréer une nouvelle institution dans la mesure où, à terme, dit-il, et ça sera particulièrement vrai à partir de mars 2019 et le Brexit, en fait, la zone euro et la non-zone euro et l'UE telle qu'elle vont quasiment se confondre. En fait, les États qui ne sont pas membres de l'euro, avec le départ du Royaume-Uni, vont être toujours les mêmes. Il y aura la Pologne, la Hongrie, etc., mais qui sont des États qui
ont l'obligation, à un moment ou l'autre, quand ils sont prêts et quand ils le voudront bien politiquement, de rejoindre la zone euro. Et puis leur poids économique, politique, etc. sera très marginal, on peut dire, par rapport au bloc de la zone euro. Donc d'essayer de dissocier et d'aller vers cette Europe à deux vitesses, je pense que, un peu comme à Berlin, M. Juncker s'en méfie terriblement. Alors justement, là on le voit bien, il l'a dit, la Bulgarie, la Roumanie, enfin d'autres pays ont vocation en fait à rejoindre la zone euro, tout comme à rejoindre Schengen. Est-ce que ce n'est pas, Isabelle Gégouzot, enterrer donc ce projet d'Europe à deux vitesses dont on a beaucoup entendu parler? Mais c'est en fait tenir compte du fait que si on veut exister au niveau international, il l'a très bien dit dans son discours, il faut qu'on soit unis. Et il l'a dit aussi dans le livre blanc sur l'avenir de l'Europe, où il explique que pour faire face aux enjeux actuels, il faut que l'Europe soit unie. Et ce que la Commission cherche à faire et que le président Juncker a très clairement exprimé ce matin, c'est faire en sorte qu'il y ait dans cette union un principe de liberté et un principe d'égalité entre tous. Et ce principe d'égalité entre tous, ça veut dire qu'il n'y a pas de petits États, de grands États. Il y a des citoyens européens qui ont tous les mêmes droits. Donc, qui vont tous pouvoir bénéficier de l'euro, qui vont tous pouvoir bénéficier de la zone Schengen. Et donc, on aura une Europe à la fois plus unie, c'est ce qu'il a dessiné, et plus lisible. Et plus lisible, c'est exactement ce que vient de décrire Philippe Ricard. Le budget de la zone euro, une fois que l'Union européenne, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, c'est à peu près 80% du budget de l'Union. Donc il n'y a pas d'utilité finalement en fait à créer ces cercles concentriques. N'a plus beaucoup de sens. On a intérêt au contraire à avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus uni, avec une Europe qui est capable de parler aussi d'une seule voix, avec cette idée du président unique pour le Conseil européen et la Commission. Alors Emmanuel Macron, le président de la Commission en fait a ensuite admis que les listes transnationales, l'idée du Spitzenkandidat était une bonne idée, tout comme les conventions démocratiques. Emmanuel Macron lui a répondu sur Twitter: merci de votre soutien, Jean-Claude Juncker, pour l'organisation de conventions démocratiques. Nous allons réussir à transformer l'Europe. Donc c'est une petite victoire pour l'instant pour le président français, même si pour le reste, on verra ce que ça donne. Bien entendu, il y a eu d'autres annonces. On est revenu longuement, le président de la Commission est revenu longuement sur la question centrale du détachement des travailleurs qui occupe les institutions et les pays depuis déjà plusieurs années. On réécoute. Dans une union entre égaux, il ne peut non plus y avoir de travailleurs de deuxième classe. Ceux qui effectuent le même travail au même endroit doivent pouvoir obtenir le même salaire. La Commission a dans ce sens fait des propositions sur le détachement des travailleurs. Nous devrions veiller à ce que toutes les dispositions de l'Union concernant la mobilité des travailleurs soient justes, efficaces et imposées partout, avec le soutien d'une nouvelle autorité européenne de contrôle et d'exécution de ces mesures. Il est absurde qu'il y ait une autorité bancaire qui veille à ce que les normes bancaires soient respectées, mais qu'il n'y ait pas d'autorité commune du marché de l'emploi assurant la justice sur le marché intérieur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette prise de contrôle par la Commission potentielle, si toutefois on crée ce bureau de contrôle donc, du travail détaché? Est-ce que ça peut fonctionner, Philippe Ricard? On verra si ça peut fonctionner. Il faut d'abord voir si les États sont capables de se mettre d'accord pour déléguer peut-être une partie du contrôle aux autorités européennes. J'attends un petit peu de voir parce qu'on voit très bien que cette question du contrôle des travailleurs, notamment détachés, c'est une question éminemment souveraine. Enfin, elle divise. Je ne vois pas bien les Polonais déléguer ce genre de contrôle à Bruxelles, par exemple, quand on voit le bras de fer qu'il y a actuellement avec la France sur la question. Donc ça montre en tous les cas que M. Juncker partage relativement le sentiment de M. Macron qu'il faut approfondir la réforme et la refonte de la directive sur les travailleurs. Il l'avait déjà dit, de toute façon, Isabelle Gégouzot, l'année dernière, à travail égal, au même endroit, salaire égal, c'est quand même un leitmotiv de la Commission depuis longtemps. On voit qu'il y a eu une reprise en main de la part de la France sur cette question, quitte même à être pas toujours très correcte vis-à-vis des institutions européennes, en disant que rien n'a été fait jusque-là. Alors,
À travail égal, salaire égal, c'était effectivement l'année dernière dans le discours, il l'a répété aujourd'hui. Et on a cette directive travailleurs détachés qui est sur la table, dont on espère qu'on va trouver un accord. Il a aussi dit il faut que chacun fasse un morceau du pont, et donc pour qu'on trouve un accord. Donc c'est important qu'on atterrisse sans doute au mois d'octobre et que l'on ait un accord sur cette directive sur les travailleurs détachés. Mais il va aussi un petit peu plus loin, il rajoute un élément, il a outre votre extrait là, il a mentionné très très fortement la nécessité d'avancer sur le socle des droits sociaux pour que l'Union européenne ne soit pas soit une union sociale, ne soit pas un lieu de dumping social, et cette autorité qu'il veut mettre en place, elle a ça dans son ADN, de faire en sorte que le marché du travail en Europe fonctionne selon des règles qui soient des règles équitables. Et qu'on arrête la concurrence intra-européenne, Pascale Jouannin, c'est un des principaux enjeux en fait de cette fin d'année. Oui, parce qu'il faut toujours avoir conscience qu'on a cette libre circulation des personnes. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un frein qui soit mis sur cette libre circulation. Les Anglais l'ont invoqué pour fermer un peu brutalement toute porte avec l'Europe. Il y a en effet un projet sur la table, il est au Parlement européen. Alors il y a en effet des discussions, puis après il y aura les États, à voir en effet comment les États vont se mettre d'accord sur ce texte. Et c'est pas gagné. J'avais l'impression que les dissensions étaient assez minimes. Avant qu'Emmanuel Macron en rajoute une couche. Alors je ne sais pas si la couche Macron aura été dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais en tout cas, les parlementaires européens qui sont en charge de ça, il y a une députée européenne française, Elisabeth Morin-Chartier, disait qu'il y avait pas loin d'un accord. Alors après, il faut voir si en effet ce pas loin, c'est raisonnable ou pas, mais on en a besoin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas trop avancé sur les questions sociales parce que les États ne voulaient pas. Alors maintenant, si en effet la Commission, le Parlement européen et les États membres veulent avancer, ils peuvent le faire, et ça serait quelque chose qui serait visible pour les citoyens européens. Alors ce sera à suivre, bien entendu. Il est revenu aussi sur la question de l'état de droit. Alors on connaît les problématiques à l'est de l'Europe, notamment avec la Pologne et la Hongrie, mais la question... La Pologne est plus inquiétante que la Hongrie, si je peux me permettre. Et il est revenu longuement aussi sur le dossier turc. On voit que depuis quelques mois, la question en fait se fait criante, notamment des rapports avec la Turquie. Est-ce que la Turquie s'éloigne? On réécoute. Chaque fois, pour chaque pays candidat, il faut que l'état de droit, la justice et les valeurs fondamentales soient respectées. C'est une priorité. Ceci exclut, pour l'instant, une adhésion de la Turquie. La Turquie, depuis quelque temps, s'éloigne très vite de l'Union européenne. Pas de géant. Les journalistes doivent travailler dans des rédactions, doivent pouvoir s'exprimer librement. Les journalistes ne doivent pas se retrouver en prison. J'adresse aujourd'hui un appel aux responsables en Turquie. Libérez nos journalistes, et pas que les nôtres. Cessez d'insulter nos États membres, nos chefs d'État et de gouvernement, les traitant de fascistes et de nazis. Isabelle Gégouzeau, la Turquie est définitivement en fait coupée de l'Union européenne. Il a été très clair, il a dit que certaines choses ne sont pas acceptables. Quand on s'éloigne de l'état de droit, on s'éloigne très clairement de l'Union européenne, mais il a aussi dit que la porte restait ouverte pour le grand peuple turc. C'est ce qui est quand même assez difficile comme position à tenir quand on sait à quel point l'Union européenne doit à la Turquie la résolution, entre guillemets, même si ce terme est un peu galvaudé, de la crise des migrants. Non, je ne suis pas d'accord. Les Turcs faisaient n'importe quoi et envoyaient délibérément leurs migrants. Il a fallu qu'on les rappelle à l'ordre. Et après, d'un autre côté, on a signé un accord qui permet en fait de renvoyer ceux qui arrivent en Europe, en Turquie, contrevenant aussi en fait aux textes internationaux sur la protection des réfugiés. Regardez bien, en effet cet accord a permis en effet aux Grecs de souffler, mais enfin les migrants ils arrivent maintenant par la Méditerranée centrale, via l'Italie, et puis on va voir aussi moins le mar. Non, il a raison de dire ça parce que quand on parle d'élargissement, les gens sont absolument contre parce qu'il y a la Turquie.
Et donc, en effet, il a parlé des Balkans, mais les Balkans, ils sont absolument invisibles quand on parle de l'élargissement, et il faut donc bien séparer les choses. Je pense qu'en effet, les perspectives d'élargissement pour les Balkans, oui, on sera plus de 27 un jour, mais il y a au moins 10 ans. Par contre, pour la Turquie, c'est comme avec la Russie, il faut mettre en place un partenariat privilégié, stratégique, ce que vous voulez, mais elle n'a pas vocation déjà, à rentrer, elle n'a aucune vocation, et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que les Turcs voudraient rentrer finalement, parce qu'ils en perdraient beaucoup de leur politique qu'ils mènent et dont ils sont fiers. Philippe Ricard. En fait, Juncker a parlé comme ça parce que Mme Merkel, il y a une petite semaine, a dit qu'il fallait arrêter les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Donc, c'est dans le cadre d'un débat avec Martin Schulz, voilà, dans le cadre d'un débat. En Allemagne, maintenant, ça semble faire consensus qu'il faut stopper ces négociations. Un peu comme en Autriche, d'ailleurs. Je crois que toute la classe politique autrichienne aussi, qui est très en pointe sur le sujet, est d'accord pour dire ça. Ça reste quand même une question ouverte au niveau européen. Je ne suis pas tout à fait persuadé que tout le monde emboîte le pas à Mme Merkel et à M. Schulz sur la question. Notamment en France, il m'a semblé entendre que du côté du gouvernement, du côté de l'Élysée, on avait tendance à dire qu'il faut quand même poursuivre autant que possible, parce que les négociations d'adhésion de la Turquie, il faut bien voir que ce n'est pas l'adhésion après-demain, évidemment, que ça paraît totalement incongru et inimaginable. Déjà 20 ans. Tout ça est très, très lent, etc. Mais c'est quand même un levier qu'on a pour parler aux Turcs, pour faire en sorte qu'ils restent arrimés au monde occidental, on va dire, alors qu'ils sont dans une position géopolitique. Ils ne se tournent pas potentiellement vers la Russie ou vers... Et puis ils jouent un rôle incroyable dans leur région. Donc, et puis c'est un pays, mine de rien, qui fait des efforts aussi de modernisation, où on sent bien qu'il y a une lutte entre des démocrates et des non-démocrates, etc. Pour le droit des femmes, je ne suis pas sûre que ce soit une amélioration, excusez-moi. Bien sûr que ça ne s'améliore pas, mais ce n'est pas nécessairement non plus en leur fermant la porte que ça va s'améliorer davantage encore. Donc évidemment, c'est une lutte, et là-dedans, dans cette lutte, l'Europe a intérêt à être présente, et on est présent actuellement par le biais des négociations d'adhésion. On peut très bien trouver d'autres leviers, il n'y a pas de souci, mais il faudra trouver quelque chose pour parler pour continuer en fait à se parler et faire en sorte que... partenariat. On pourrait peut-être imaginer avec les Turcs le partenariat. J'ai publié quelque chose sur le partenariat privilégié avec la Turquie, c'est sur la table, on peut s'en inspirer. En fait, on va peut-être imaginer avec les Turcs le partenariat privilégié qu'on est en train de construire potentiellement avec les Britanniques. Et la transition est toute trouvée. Il a fallu attendre la 56e minute de discours pour entendre parler du Brexit. Le Brexit qui du coup n'est pas du tout la priorité pour Jean-Claude Juncker donc, et pour la Commission. Il faut aller de l'avant et pour le coup, le Brexit, c'est plutôt regardons en arrière. On écoute. Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce sera à la fois un moment triste et tragique. Nous le regretterons toujours et vous le regretterez bientôt. Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit, ce n'est pas le futur de l'Europe. Nous allons avancer car le Brexit n'est pas le futur de l'Europe. C'est-à-dire que du coup, ce n'est même plus un sujet, Isabelle Gégouzeau. Ça reste un sujet. Il y a une négociation qui est pilotée par Michel Barnier avec... Il y a quelques difficultés à avancer. Avec des difficultés à avancer, mais avec aussi un calendrier qui est très clair et avec une Europe unie. Les 27 sont unis. Pour une fois. C'est vrai qu'il y a eu front. Ils ont fait face. Il y a un front, il y a une méthode de négociation, il y a des sujets qui sont sur la table et on va avancer. Et ce qu'a très clairement dit le président, c'est que l'avenir de l'Europe n'est pas là. Et l'avenir de l'Europe, il l'a dessiné par ailleurs dans son discours. 29 mars 2019, donc date de sortie des Britanniques de l'Union européenne. Est-ce à dire que d'ici là, en fait, tout peut arriver, y compris de revoir potentiellement en fait d'autres petits îlots comme ça quitter l'Union européenne, ou vraiment c'est derrière nous cette phase? Je crois qu'en effet, les Britanniques, qui avaient une position quand même toujours un peu particulière en Europe, ils étaient à moitié dedans et à moitié dehors, vont être dehors avec vouloir peut-être un pied dedans. Parce que ce qui règne aujourd'hui, c'est quand même la confusion de la position britannique. J'ai l'impression qu'ils veulent sortir, ça c'est clair, mais comment
Alors, est-ce qu'on sort de tout? Est-ce qu'on reste dans le marché unique? Est-ce qu'on reste dans les coopérations de défense? Est-ce qu'on bénéficie encore de certaines choses qui nous arrangent? Eux-mêmes, en fait, ne sont pas très clairs sur ce sujet. Et qu'à l'intérieur du Parti conservateur, rapidement. Et qu'à l'intérieur du Parti conservateur, il y a beaucoup de dissensions, etc. Mais en effet, c'est pas un sujet pour les Européens. Ils vont sortir le 29 mars 2019, parce que c'est 2 ans après l'invocation de l'article 50, sauf si en effet il y avait un tremblement de terre politique britannique qui fasse qu'ils ne sortent pas, ce qui n'est pas impossible. Mais voilà, donc l'avenir, c'est sans les Britanniques, et donc on en parle moins. Philippe Ricard, en 10 secondes, est-ce qu'aujourd'hui, la question du Brexit, finalement, n'est plus un sujet pour l'Union européenne? En fait, c'est surtout un sujet pour le Royaume-Uni. C'est un gros problème pour le Royaume-Uni, qui, lui, est en pleine déflagration, alors qu'on pensait il y a un an, au moment du vote en faveur du Brexit, que c'est l'Europe qui était sur le point de démanteler. Ce n'est pas le cas du tout. C'est ça qui est assez frappant. C'est un peu un front renversé par rapport aux craintes d'il y a un an. Bon, écoutez, on suivra. Merci à vous de nous avoir permis de décrypter ce discours sur l'état de l'Union du président Juncker. Très belle suite de programmes sur les chaînes parlementaires et à très vite sur ces questions européennes.